Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Dominique Château, Agnès Lontrade et Bruno Pequignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Liliane Lazare, L'empreinte Beauvoir 2009. David Leduc TIAHA, Paul Ricoeur et le paradoxe de la chair 2009. Michel Fatal, Le langage chez Platon 2009. Odette Barbero, Descartes, Le pari de l'expérience. Cogito Liberté, Union de l'âme et du corps, 2009. Catherine Area, Dénaturaliser le corps. De l'opacité charnelle à l'énigme de la pulsion, 2009. Nicole Abécassis, Qu'est-ce que comprendre, 2009. Pascal Godet, Le problème de l'architectonique dans la philosophie critique de Kant, 2009. Jean Delorme, Philippe Granaerolo, Soudir, Éloge de l'équilibre 2009. Alain Bicoque, Spinoza, Questions politiques. 4 études sur l'actualité du traité politique, 2009. Akleso Hadji, Tradition et philosophie. Essai d'une anthropologie philosophique africaine, 2009. Virginie Schofs, Hans Jonas, Écologie et démocratie, 2009. Pété Erdo, Le sacré dans la logique interne d'un système juridique, 2009. Yves Larochelle, Une philosophie de la motivation. Éthique, mythe, science, 2009. Claude-Stéphane Perrin, Le neutre et la pensée, 2009. Philippe Riviale, La parole des prophètes. De la Torah à Simone Veil et Gracchus Babeuf, 2009. Tous me remerciements à mon amie Ingrid Ailinka, qui a eu la gentillesse de lire attentivement ce travail. Introduction. Dans la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Husserl met le sujet en dehors de l'ontologie naturelle 1. Les conséquences de la manière dont l'argument de la phénoménologie husserlienne a été formulé contre la psychologie empirique sont dramatiques pour le destin de la phénoménologie en tant que science de la subjectivité. Même si Husserl explique ultérieurement qu'il ne s'agit pas de nier les contributions de la psychologie empirique, la distinction reste encore trop vague pour annuler les suspicions par rapport au dualisme de la phénoménologie. Il va de soi que si le sujet n'est pas l'objet de la psychologie empirique, il ne peut devenir ni l'objet des sciences naturelles en général, ni partie de l'ontologie naturelle. Le refus d'admettre la dimension naturelle du sujet doit faire l'objet des critiques les plus directes, afin que la phénoménologie soit considérée comme une méthode fondamentalement solipsiste de. La raison principale pour laquelle l'argument du dualisme arrive encore à convaincre est la spéculation de la distinction entre ce que l'on voit et ce que l'on exprime du point de vue ontologique. Si la définition transcendantale du sujet avait pu résoudre la problématique de la subjectivité, cela aurait dû se passer au cours des derniers siècles, mais sauf le fait de prolonger le débat entre le naturalisme standard et le dualisme, le concept de sujet transcendantal ne fait qu'emprisonner la réalité subjective dans une théorie d'où il faut la retirer. Au contraire, l'analyse de l'intégration des données empiriques dans les structures de la subjectivité révèle la détermination naturelle du sujet. Les niveaux de complexité entre, par exemple, la pierre et la pensée humaine doivent être traités comme partie du même tableau ontologique général, malgré leurs différences inhérentes. La possibilité donc d'exprimer le monde naturel impose le sujet en tant que partie de ce monde. On ne peut rien dire d'une chose si on ne partage pas le monde auquel elle appartient. Par conséquent, la problématique de la subjectivité doit être repensée dans les cadres d'une analyse évolutive reconstructive au sens où, d'une part, il est évident que la théorisation transcendantale du sujet n'a pas réussi à rendre intelligible son visée ontologique devant la science. D'autre part, c'est le même Husserl qui concevait la phénoménologie en tant que science des phénomènes,
en soulignant que le fait d'être sujet conscient est la qualité principale des êtres humains. Du point de vue ontologique, il est toujours possible de faire l'analyse empirique du sujet, tandis que du point de vue méthodologique on a encore le droit de s'interroger sur la possibilité d'une phénoménologie naturelle de la subjectivité. Suivre le chemin de l'interprétation naturalisée du sujet est une conséquence ontologique puisque c'est l'expérience elle-même qui nous détermine à reconnaître que le sujet se manifeste entre les limites de la réalité, et qu'il n'y a rien qui puisse le soustraire à la réalité. Je vais montrer qu'il est possible de redéfinir la subjectivité en tant que phénomène naturel, et qu'on peut faire de la phénoménologie sans plus se mettre au service d'un sujet transcendantal, mais en formulant le naturalisme phénoménologique qui conçoit le sujet à travers la réalité empirique 3. Cependant, retrouver l'ontologie naturelle ne résout pas l'ambiguïté de la problématique de la subjectivité, mais replacer le sujet dans le monde naturel, c'est prendre au sérieux la question de la subjectivité. Il est hors doute que la subjectivité évolue dans le monde naturel, et qu'elle se constitue à travers la réalité naturelle. Plus précisément, la subjectivité se développe en relation directe avec l'expérience empirique au sens large, l'identité de soi émerge de la totalité des fonctions biocognitives, comme identité subjectivement différente des objets du monde dont elle fait partie elle-même. Il s'ensuit que la possibilité de penser repose sur l'appartenance au monde naturel, au sens où la détermination biocognitive du sujet doit être positivement intégrée dans les futures analyses phénoménologiques. Ainsi, la critique naturaliste de la phénoménologie devrait représenter le début du moment naturaliste dans le cadre de la phénoménologie contemporaine, car il est inutile de continuer de défendre une notion de sujet qui ne peut pas être saisie dans la réalité naturelle. Si les manifestations subjectives sont visibles dans le monde naturel, il va de soi que celles-ci doivent être théorisées entre les limites d'une ontologie naturalisée. Cela implique encore une fois le rejet explicite du dualisme et la mise en relation de la phénoménologie avec les sciences naturelles sans que l'on ait peur de l'assimilation de la phénoménologie à celle-ci. Dans l'option pour un naturalisme phénoménologique, il faut voir premièrement l'effort philosophique d'intégrer la problématique de la subjectivité en dépit des difficultés permanentes que la subjectivité transcendantale pose. La transformation de la phénoménologie transcendantale en naturalisme phénoménologique dépend dans cette étape de 3 choses. A. Le fait de pouvoir formuler d'une façon cohérente le statut naturel de la subjectivité. B. La reconsidération de la complexité de la réalité naturelle du point de vue phénoménologique. Et C. La reconsidération de l'interprétation de la relation voir exprimée qui est la clé de voûte de la phénoménologie transcendantale 4. Cela impose la réorientation de la réduction phénoménologique et l'exploration théorique de la connexion entre le contenu de l'expérience perceptive, les objets perçus, et les expressions subjectives exclusivement sur le territoire de la réalité empirique, sans mettre le sujet dans un rapport d'identité absolue avec les autres objets et sans le placer dans un plan ontologique séparé de ces objets. L'explication de la connexion entre l'expression et ses objets, de ce qu'on voit, est directement responsable de la détermination du caractère naturel de la subjectivité du point de vue phénoménologique. La contribution de la phénoménologie husserlienne 5 consiste ici dans le fait de définir le sujet comme source des expressions à l'intérieur du monde naturel. Si l'on met à côté le statut transcendantal du sujet, alors percevoir et penser deviennent 2 activités interdéterminées qui ne font finalement qu'une. C'est grâce à elles que le sujet peut agir dans le monde naturel au sens où l'activité cognitive intentionnelle, qui se montre au niveau de la pluralité des expressions, est le résultat de la relation sujet-monde naturel. Sans le statut transcendantal du sujet, la phénoménologie husserlienne devient un naturalisme non réducteur. Mais pour que cela soit très clair, il faut expliquer comment on exprime ce que l'on voit. C'est à partir de cela que le changement de l'ancien paradigme d'un sujet transcendantal, avec le paradigme d'un sujet qui partage le monde avec les autres objets est possible. Par conséquent, l'analyse de la relation voir exprimée fournirait la définition d'un sujet naturel qui surmonte le dualisme de la phénoménologie transcendantale.
On a vu que la persistance du dualisme dans le cadre de la phénoménologie est le résultat de l'effort de Husserl de sauver en quelque sorte l'ancien rationalisme, et de la manière dont il a formulé l'argument contre le physicalisme. Si d'une part le physicalisme contredit le principe de l'identité, en tant que sujet je formule toujours mon identité par différence logique, d'autre part le monde naturel n'est pas donné du point de vue du sujet comme différence ontologique. Le monde naturel est extériorité au sens de l'organisation structurelle. Ces structures sont asymétriquement constituées de celles de la pensée, mais l'accès direct au monde, sans pleinement identifier la subjectivité aux structures du monde, est possible par cela que le sujet se trouve dans ce même monde et émerge de ce monde qui se reflète même à ses yeux par différences subjectives. La différence entre le monde naturel et le sujet est d'ordre subjectif, non pas ontologique. Par exemple, je peux me définir en tant que sujet différent du monde naturel dans la mesure où je peux me définir en tant qu'organisme qui exprime subjectivement sa participation au monde naturel. C'est cette participation subjective qui me réalise en tant que différence, non pas mon statut ontologique qui ne peut pas devenir fondamentalement distinct du monde naturel. Ainsi, la relation entre ce que l'on voit et ce que l'on exprime, pense, peut être définie en tant que reconstruction cognitive intentionnelle des objets perçus dans les termes de l'unicité de l'organisation de la subjectivité, manifestation, expression subjective, non pas dans les termes de la différence ontologique. Conséquemment, la subjectivité se développe comme l'effort du sujet de reconstruire les données empiriques 6. Je considère que Husserl a ouvert le chemin vers l'analyse du sujet en dehors de la transcendance, mais je rejette la définition ultime du sujet qu'il a formulée pour la raison qu'elle a engendré un débat ambigu sur la nature du sujet. Inévitablement, je m'oppose aux interprétations phénoménologiques qui véhiculent l'idée de la transcendance ontologique. L'interprétation transcendantale de la nature des expressions subjectives nous informe que leur objet est en vérité le monde des objets physiques, mais qu'elles sont produites par une fonction non empirique 7. Cela fait que l'objet empirique tombe dans une extériorité ontologiquement constituée, au sujet. Même si entre la pensée et ses objets, il ne peut pas s'installer une relation d'identité absolue, la mise hors circuit du sujet n'est plus acceptable. Mon effort consiste ici à démanteler la distinction ontologique entre le sujet et le monde naturel, distinction explicitement admise par la phénoménologie transcendantale, sans pourtant me limiter à la stratégie descriptive du naturalisme standard qui lui-même n'a pas pris au sérieux la complexité de la problématique de la subjectivité. C'est à cause de cela que le naturalisme standard place le sujet parmi les autres objets empiriques, en le réduisant aux réponses comportementales univoquement déterminées. La limite du naturalisme standard se montre quand on veut définir la spécificité de l'objet empirique du point de vue subjectif. Plus spécifiquement, si l'on procède à l'analyse de l'objet empirique, on remarque qu'il résiste à l'intégration qualitative complète et qu'une fois intégré dans la pensée, il n'est plus le même. Dans ce sens, l'expression phénoménologique est la structure qui rend visibles les structures de la subjectivité dans leur rapport avec le monde naturel. Les données empiriques déterminent le contenu de la subjectivité, preuve que son origine se trouve dans la réalité, mais seule l'activité cognitive intentionnelle est capable de nous fournir un sens pratique du monde. Dans l'expression « je vois un arbre », on retrouve la totalité des résultats du rapport entre le sujet et le monde naturel, mais cette expression n'est pas uniquement le produit de l'expérience empirique. La compréhension d'un phénomène repose sur l'expérience empirique, mais elle devient active après une série de connexions intentionnelles qui se réalisent entre les éléments du contenu de la perception. Dire « je vois un arbre » implique aussi la compréhension de la perception que j'ai. L'expression qui décrit le contenu de la perception est le résultat de la connexion intentionnelle que le sujet réalise entre les données empiriques et les additions cognitives. Mais cela, loin de sauver la tradition transcendantale, demande le remplacement d'un sujet qui se sépare de la réalité naturelle avec une phénoménologie où l'objet empirique est mis en relation directe avec la pensée. Cela est la preuve de la réalité naturelle du sujet, mais pour que les choses soient encore plus claires, il faut reformuler la question de la distance d'expressibilité 8, qui a été la raison pour laquelle l'interprétation transcendantale a postulé la différence de statut ontologique entre le sujet et le monde.
D'autre part, la complexité des manifestations subjectives exige que le naturalisme standard accepte aussi la subjectivité comme objet principal de ses analyses. Du point de vue de la problématique de la subjectivité, le naturalisme standard est réducteur au sens objectif. Il n'admet pas la différence subjective entre le sujet et le monde. Le problème de la différence subjective entre le sujet et le monde est donc communément partagé entre la phénoménologie et le naturalisme standard, sans pour autant qu'ils trouvent une solution compatible. Par la postulation de la subjectivité naturelle, j'intègre le statut ontologique du sujet tel que le naturalisme standard a formulé et qui fournit au moins un point de départ stable dans l'analyse de la subjectivité, mais je n'accepte pas la version naturaliste du sujet comme solution ultime de la problématique générale de la subjectivité. Une troisième version, le naturalisme non réducteur, le naturalisme phénoménologique, me semble plus proche de la réalité du sujet. Ainsi, la distinction entre l'interprétation phénoménologique transcendantale et le naturalisme phénoménologique s'applique implicitement par rapport au naturalisme standard, et peut être maintenant résumée de la façon suivante. Phénoménologie. Phénoménologie. Transcendantale. Naturelle. Cogito-transcendantal. Sujet naturel. Objet constitué. Objet reconstruit. Expression transcendantale. Expression indirecte. La problématique de la subjectivité est restituée dans l'ontologie naturelle en ce sens que le contenu de l'expression phénoménologique est la preuve de la réalité naturelle du sujet. La phénoménologie naturelle fait un retour constructif dans les cadres du monde naturel, et au lieu de suivre la voie du subjectivisme transcendantal, on parcourt le chemin vers la réalité naturelle neuve. Il faut pourtant retenir de la phénoménologie traditionnelle l'idée que le sujet est une entité intentionnelle, chose qui est le résultat de l'interaction de cette entité avec le monde naturel. Par exemple, ce qu'on voit, on juge et on reconstruit du point de vue subjectif. Mais si je pense en tant que sujet les choses d'une autre façon qu'en les voyant, et si entre mes jugements et le contenu de ma perception il n'y a pas de symétrie absolue, alors comment exprimer l'objet que je vois sans contredire sa réalité ? La qualité d'être entité intentionnelle devrait permettre la constitution d'une expression qu'implique non seulement la simple possibilité de connaître le monde naturel, mais aussi celle d'agir dans le monde. Comment agir dans le monde naturel tout en sachant que ce monde est bâti sur des structures qui s'organisent d'une manière différente de celle de la subjectivité ? Une partie de la réponse est implicitement formulée par la postulation du statut naturel du sujet. L'autre partie doit nous être fournie par l'analyse de l'expression phénoménologique. Cette dernière est le miroir linguistique des combinaisons biosubjectives qui constituent le sujet, dans le contenu de la réalité. Là on retrouve aussi la distance d'expressibilité qui s'installe volens-nolens entre le sujet et les autres objets du monde naturel. Le pas suivant est de réduire cette distance par la reconsidération de la phénoménologie, en tant que méthode qui qualifie biosubjectivement la réalité. Inévitablement, la pensée est déterminée par la même réalité et reste toujours dans ses cadres. La distinction entre le sujet transcendantal et le sujet naturel s'impose comme la principale affaire phénoménologique, qui sera analysée à deux niveaux, dont le premier est méthodologique. Il consiste dans la réfutation du concept de sujet transcendantal qui sera considéré comme une impossibilité onto-épistémologique, vu que si l'on ne peut exprimer que des choses faisant partie du monde naturel, y compris les fictions, alors il est absurde de concevoir un sujet situé en dehors du monde naturel. Si la subjectivité est possible seulement dans le temps et l'espace, alors concevoir quelque chose en dehors de ces limites devient une absurdité logique et ontologique à la fois. Le deuxième niveau consiste dans le remplacement du sujet transcendantal par le sujet naturel, qui sera déduit de l'analyse de la reconstruction cognitive des données empiriques. Plus précisément, il s'agit de montrer qu'exprimer des objets empiriques du point de vue phénoménologique n'entre pas en conflit avec le naturalisme, et en général avec les exigences d'une théorie de la connaissance régie par une fonction de vérité empirique. Le statut naturel du sujet,
se retrouvera dans l'analyse de l'intégration qualitative de l'objet empirique dans le contenu de l'expression phénoménologique, ce qui permettra la reconsidération ontologique de l'interprétation transcendantale du sujet 10. Quant au naturalisme standard, il s'occupe seulement des affirmations qui sont quantitativement vérifiables, et il doit reconnaître les expressions issues de la relation subjective avec la réalité. Pour être véritablement compris, le sujet phénoménologique demande une théorisation participative de la réalité. Cette version de la réalité restitue le sujet entre les paramètres de la théorie qui admet l'évolution biologique et permet la théorisation du caractère intentionnel du sujet à la fois. Le caractère expressif du sujet est la conséquence directe de la participation intentionnelle à la réalité empirique qui se reflète dans la dynamique du sens. L'expression phénoménologique est le résultat du dynamisme participatif subjectif, autrement dit, elle doit contenir un sens actif, pratique, du monde des objets dans leur particularité. Le sujet voit par la qualité qu'il accorde à ce qui est perçu. Puisqu'un objet n'est jamais perceptible dans sa totalité, le définir phénoménologiquement signifie l'exprimer, c'est-à-dire reconstruire au niveau de l'expression phénoménologique les parties qui manquent de la visualisation directe. Si l'on considère le caractère subjectif de cette reconstruction, l'affirmation « je vois un arbre rouge » est plus riche que le type de description qui omet la participation intentionnelle. Au niveau donc des expressions phénoménologiques se reflète la reconstruction des données sensorielles, mais il s'avère nécessaire d'expliquer comment le sujet est capable de distinguer, parmi une multitude d'objets, un certain objet, le remarquer et le décrire de telle façon que cet objet qui fait partie d'une classe d'objets soit toujours reconnu parmi les autres. Cette distinction s'exprime au niveau du langage dans ce sens que l'énoncé « je vois un arbre rouge » contient les structures de la subjectivité et la description de l'objet visé. La solution que Husserl fournit ici s'appuie sur la postulation du lien intentionnel entre la pensée et l'objet, pour comprendre comment le sujet se manifeste et comment il accède à l'essence des choses. Avec cela, je marque encore une fois que la finalité de la phénoménologie devrait être les manifestations du sujet en relation directe avec la réalité et ses objets. L'impossibilité d'appréhender un objet dans sa totalité demande l'explication de la modalité dans laquelle le sujet l'exprime. 11. Affirmer quelque chose par rapport à la réalité extérieure, sachant qu'on ne possède pas tous les détails de cette réalité, signifie construire une théorie du sujet dans l'absence des données du contenu du monde naturel. Dans l'absence des certaines données empiriques du contenu de la pensée, la phénoménologie découvre la participation subjective. Comprendre la réalité signifie acquérir un sens de celle-ci. De ce point de vue, la participation subjective peut être saisie dans le lien qui met ensemble d'une façon cohérente les données empiriques. La distance d'expressibilité ontologiquement formulée est le résultat de l'interprétation phénoménologique transcendantale, mais cette distance doit être reformulée dans les termes de la différence subjective entre les phénomènes et le sujet. Fournir un sens signifie reconstruire d'une façon subjective les parties non visibles de l'objet perçu. La reconstruction cognitive intentionnelle doit donc expliquer les relations entre le monde et le sujet, sans distinguer ontologiquement entre le sujet et les autres objets. Ainsi, le langage gagne une place importante dans l'analyse phénoménologique de la subjectivité, car l'implication subjective au niveau du langage pourrait montrer une des lois de la subjectivité naturelle. En partant du constat phénoménologique selon lequel un objet ne peut pas être perçu dans sa totalité, la phénoménologie nous informe que la visualisation seule ne peut pas fournir l'unité des données empiriques. Il va de soi que toute analyse qui se limite à des affirmations purement quantitatives, sans inclure l'unité du sujet, ne pourra pas fournir une théorie complète du monde naturel. Le problème dont on doit maintenant s'occuper est l'unité expressive du sujet. Il est particulièrement important de remarquer qu'entre la structure de la pensée et la structure du monde des objets extérieurs, il n'existe pas de rapport symétrique. La subjectivité ne s'organise pas selon les rapports de symétrie absolue qui excluent les manifestations subjectives. La phénoménologie naturelle intègre la définition naturelle du monde, mais déduit le sujet justement du lien, qui met ensemble les données empiriques et qui se reflète au niveau des expressions phénoménologiques.
La phénoménologie est une science, dans la mesure où elle découvre que la synthèse des données empiriques est réalisée par un sujet. Il s'agit donc de mettre la pensée en rapport subjectif avec le monde des objets sans l'identifier avec le monde des phénomènes, alors qu'il est clair que la pensée vise le monde des phénomènes, mais il est aussi clair que la pensée n'intègre pas le monde des phénomènes en tant que tel. L'ancienne philosophie transcendantale n'a pas pris au sérieux les conséquences de la dichotomie entre la pensée et le monde, pour la problématique générale de la subjectivité. Husserl écrit les méditations cartésiennes pour mettre en évidence le fait que la philosophie transcendantale aurait dû résoudre la distinction entre la pensée et le monde naturel d'une façon non réductrice. Autrement dit, pour que la pensée puisse exprimer quelque chose sur le monde des phénomènes, il faut qu'elle tienne compte que a. Le monde des phénomènes ne possède pas une structure identique avec celle de la pensée. b. L'on ne peut pas obtenir la totalité des connaissances positives sur ce monde seulement du point de vue quantitatif et c. La pensée doit produire l'expression unitaire de ces données, chose qui implique la participation du sujet. Sachant que le langage est l'expression de la pensée ne peut être que subjectivement disposée par rapport au monde naturel. Cela signifie que l'expression phénoménologique constitue le sens de l'objet visé. Le fait de constituer un sens met en évidence la participation cognitive intentionnelle. Par conséquent, l'expression phénoménologique est plus que la simple vérification de l'existence de l'objet dans la réalité empirique. La théorie des vérités empiriques considère qu'il y a un rapport direct entre la description de l'objet et son expression, mais elle ne tient pas compte du fait qu'entre l'objet et sa description il existe une discontinuité dans ce sens qu'exprimer un objet signifie qu'il y a quelqu'un qui l'exprime. L'analyse des manifestations subjectives au niveau du langage a une double implication. D'une part, elle doit fournir des données sur la manière dont le sujet accède au monde des phénomènes. D'autre part, l'expression phénoménologique contient des manifestations qui ne s'identifient pas structurellement à celles du monde naturel. Pourtant, cela ne signifie pas qu'entre le sujet et l'objet il y aurait une séparation ontologique, mais une distance subjectivement, cognitivement et intentionnellement formulée qui ne permet pas l'identification entre les deux. Le sujet se trouve en contact permanent avec le phénomène. Autrement dit, il vise et il est visé par son objet. Penser, du point de vue phénoménologique, c'est avoir un objet. On a vu que la structure des objets est organisée distinctement de celle de la pensée elle-même. La reconstruction cognitive intentionnelle consistera dans la réduction de la distance qui s'institue entre l'expression et son objet, ce qui veut dire que la constitution du sens représente la structuration de la subjectivité en rapport direct avec le monde des objets. La reconstruction cognitive s'oriente vers le visé et a comme source le sujet qui se manifeste à travers le langage. Par conséquent, le rapport de la pensée avec le monde des objets est double. D'une part, la pensée vise le monde des objets, d'autre part, elle doit rendre intelligible ce dernier. Puisqu'entre la pensée et les objets, il existe seulement un rapport général de synonymie, une fois la constitution d'une description phénoménologique accomplie, les catégories utilisées dans la première phase de la constitution du sens devront être réorganisées pour que cela produise un enrichissement de la pensée. Cette réorganisation permettra que la pensée se trouve dans la possession de la connaissance du monde des objets. Ainsi, la relation entre l'activité de la pensée et le monde extérieur est réalisée d'une façon non réductrice. La raison pour laquelle ce processus complexe est nécessaire a été démontrée par la distance qui existe entre le sujet et les autres objets du monde. Entre le sujet et les autres objets, il y a des différences qui sont simultanément produites par l'organisation des structures de la subjectivité et du monde naturel à la fois. Il va de soi que les données que la pensée recueille doivent être réorganisées. Cela signifie que le parcours de la pensée dans la réalité est reconstructif, non pas reproductif. C'est finalement la différence que je maintiens par rapport au naturalisme standard. Dans la leçon inaugurale de phénoménologie, Husserl affirme clairement l'importance de la corrélation entre la pensée, l'objet et la vérité, tout en remarquant que pour chaque objet il existe une ouverture cognitive à travers laquelle le sujet intègre les objets. La phénoménologie ne se contente pas donc d'être une simple science des phénomènes purs, son vrai but étant l'analyse du sujet en rapport avec les phénomènes.
Le rapport entre la pensée et les phénomènes est direct, mais c'est le sujet qui organise le rapport de la pensée avec le monde naturel. Ainsi, le contenu de l'expression phénoménologique relèvera la dimension du sujet dans son rapport avec l'objet. Donner du sens aux objets naturels signifie impliquer la pensée dans la constitution du sens de l'objet. Autrement dit, il s'agit de rendre intelligible l'objet perçu à soi-même et d'agir dans la réalité naturelle. Dans une première étape, la pensée vise l'objet perçu, dans une deuxième, elle le rend intelligible à soi-même. Cela implique un processus complexe à travers lequel la compréhension de l'objet est réorganisée. Cette réorganisation ne se passe pas au niveau de l'objet, ce n'est pas la structure physique d'un certain objet en tant que tel qui est réorganisée par la perception, mais la compréhension de l'objet. La pensée construit le portrait subjectif de l'objet perçu, une reconstruction qui ne peut pas être identique à l'objet pour la simple raison qu'entre la nature de la pensée et celle de l'objet il existe une différence subjective. Ainsi, le sujet se constitue à partir de la corrélation intentionnelle entre les objets du monde. On verra que la constitution d'un corrélat intentionnel entre la pensée et l'objet nous conduit à une notion de sujet naturel. Chapitre 1 Objets empiriques et objets reconstruits. Au-delà du concept transcendantal de sujet phénoménologique. Le naturalisme standard a critiqué la phénoménologie d'avoir perpétué une certaine forme de dualisme. Ainsi, au lieu de réduire l'analyse du contenu de la perception à l'unité entre l'objet empirique et sa perception, la phénoménologie aurait introduit une distinction radicale entre le sujet et le monde phénoménal pour exprimer la différence ontologique qui s'institue entre les deux. L'origine de cette objection est la définition de la notion de sujet que Husserl a formulée dans la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Cette définition rend explicite le besoin de trancher entre la réalité de l'objet empirique et la nature du sujet phénoménologique en ouvrant la voie du subjectivisme radical. Le subjectivisme radical met hors circuit la notion du sujet, ce qui engendre une impasse épistémologique fondamentale. Si le sujet ne peut pas être connu, il va de soi que la connaissance du monde naturel n'est pas une possibilité pour tel sujet. Au contraire, il est évident que le sujet connaît et peut être connu, mais ce que le naturalisme standard omet de nous dire, c'est justement que l'explication de la pluralité des significations cognitives ne vient pas seulement par la voie de la théorie biodéterministe classique. Du point de vue phénoménologique, la signification du contenu de l'expérience perceptive est l'expression de la participation du système cognitif qui organise les manifestations de la subjectivité dans le monde des objets empiriques. Si le monde des objets empiriques n'est pas contenu en tant que tel par le sujet, alors formuler des vérités intentionnelles n'est plus réductible aux termes du naturalisme standard. Ainsi, l'analyse phénoménologique de la transformation des données empiriques devrait rendre la phénoménologie une alternative compatible avec le naturalisme standard. Il n'est pas douteux que les jugements intentionnels et les objets produits artificiellement, en général, sont la marque de la subjectivité. Or le fait d'admettre la participation de la subjectivité dans la constitution des jugements phénoménaux introduit une différence entre le naturalisme standard et la phénoménologie. Mais contrairement à l'interprétation phénoménologique transcendantale, le contenu des jugements intentionnels représente la preuve incontestable de la réalité naturelle du sujet. Ainsi, la reformulation de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.